Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous faites la bonne chose en écoutant et en regardant Cube Radio, Cube Télé. Parce que, ça fait plusieurs fois, je vous le dis, c'est ici que ça se passe. On en a eu un exemple encore récemment. Hier, à l'émission, nous recevions Olivier Teasdale, le fils de Jacques Teasdale, ce journaliste qui a œuvré à TVA pendant 30 ans, qui est décédé l'année dernière d'un cancer. La famille, vous en souvenez, se plaignait déjà du fait qu'il y ait eu des erreurs médicales. Mais là, Olivier Teasdale est venu, Cybèle, elle est venue hier à l'émission nous parler de nouvelles informations qui montrent vraiment des cas de maltraitance. Tu as vu les images hier, c'est absolument épouvantable. J'avais lu le texte et le lire était compliqué, difficile, parce que tu t'imagines la souffrance d'une pauvre personne âgée. Puis en plus, tu vois les photos et je sais pas si tu te rappelles, sûrement que oui, il nous a dit « j'ai pas mis les pires ». Voilà, c'est ça. Il a pas mis les pires. Donc ça, c'était hier, Olivier Teasdale qui témoignait sur nos ondes et il interpellait, Monsieur Teasdale interpellait le ministre de la Santé, Charles Dubé. Tout juste avant d'aller en ondes, Olivier Teasdale m'a écrit et m'envoie une copie, et je l'en remercie d'ailleurs, un communiqué de presse qui vient tout juste d'être émis par le CHU de Québec, parce que c'est là que son père a été soigné, entre guillemets, traité, entre guillemets. Donc, je vous lis le libellé du communiqué. Dossier Jacques Teasdale, une enquête lancée par le commissaire aux plaintes et à la qualité des services à la lumière des nouveaux faits allégués dans les médias et sur les médias sociaux par la famille. Pour parler de tout ça, pour faire un suivi sur ce dossier qui est vraiment terrorisant, on va parler à Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Monsieur Brunet, bonjour. Bonjour, Mme Desrochers. Écoutez, donc, c'était pas prévu. On vient d'apprendre ça, que le CHU de Québec, en tout cas, le commissaire aux plaintes, va faire une enquête. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? Ben oui, ça fait un certain temps que le commissaire aurait dû prendre de sa propre initiative l'autorité pour lancer une enquête, comme c'est prévu dans la loi constitutive des commissariats aux plaintes. Cela dit, j'ai vu aussi au dossier qu'il y avait déjà une mise en demeure écrite, signée par un avocat ou un avocate. Là, j'ai pas vu ce qu'il avait signé. Fait je pense que la famille est en bonne voie de réclamer justice. Et c'est important. Il faut réclamer justice à chaque fois que quelque chose se passe pas bien. Et dans mon cas, en tout cas, après avoir vu les photos puis avoir lu un peu le détail sommaire du dossier, pour moi, c'est plus que de la maltraitance. C'est des voies de fait avec lésion. Et je comprends pas qu'on sollicite pas le service de police de Québec d'aller voir ça ou de prendre des informations, parce que les photos parlent par elles-mêmes. C'est un carnage dont ce monsieur-là a fait l'objet et c'est inacceptable. Il n'y a aucune raison, à moins qu'on soit totalement incompétent, mais même quand on est incompétent, on va chercher de l'aide de ses collègues. Et le commentaire qui aurait été prononcé et dont M. Teasdale faisait état, c'est-à-dire, c'est une vieille personne, de toute façon, elle va mourir. Ça m'insulte au plus haut point. Je trouve ça triste que, malgré des fois qu'on soit compétent, qu'on soit épais. Et là, je retiens mes mots pour dire que les gens qui ont soigné ce monsieur-là, en tout cas dans les circonstances dans lesquelles les photos en témoignent, faut être au moins épais, sinon plus. On va vous faire écouter, Monsieur Brunet, et pour le bénéfice de nos auditeurs et nos auditrices, un extrait de l'entrevue que nous a accordé Olivier Teasdale, qui se bat donc pour honorer la mémoire de son père et surtout pour que ça ne se reproduise plus. Donc, un petit extrait de son passage hier à Cube Radio. Malheureusement, c'est arrivé dans le dossier de mon père. On comprend qu'il a été oublié. On comprend qu'il y a 2 dossiers dans le volet du dossier de mon père. Mais par contre,
on s'attend à ce qu'il y ait des soins une fois qu'on est oublié par le système ou est-ce qu'on se ramasse avec un cancer de stade 4 des poumons. On sait que notre vie est hypothéquée. Donc, on s'attend au moins de finir notre vie avec une belle dignité, à entourer de nos proches, ce qui est largement pas arrivé dans le dossier de mon père parce qu'il aura vécu un grand calvaire durant les 2 derniers mois de sa vie. C'est pas normal, M. Brunet, qu'au Québec, en 2024, un patient âgé vive un calvaire. Ben non, c'est pas normal. Puis combien de cas similaires de gens à la fin de leur vie ont été maltraités, ont été traînés partout, refusés en soins palliatifs. Je pense, entre autres, à l'épouse de Robert Bourassa qui est décédée dans des circonstances Madame Simard. Indignes de la part de l'hôpital St. Mary's. C'est un cafouillage par-dessus un cafouillage. Plusieurs autorités au ministère. Ouais, mais c'est une anecdote. Je trouve que ça fait plusieurs anecdotes. Et je trouve ça plate parce que on a beau manquer de personnel, on a beau être dans une pénurie, mais une fois que le professionnel est devant le patient, c'est du one-on-one. Il n'y a plus d'excuses. Ses obligations déontologiques sont là et ses compétences. Mais quand je regarde la façon avec laquelle on l'a traité, les photos, de toute évidence, il y a quelqu'un qui a manqué de compétences et j'espère que justice prévaudra dans ce dossier-là. Oui, de compétence et de compassion. Je veux juste donner quelques exemples avant qu'on passe à Cybèle qui va nous dire ce que les gens qui nous écoutent pensent de ce dossier-là. Juste donner quelques exemples pour que tout le monde sache de quoi on va parler. À un moment donné, Jacques Tisdale est tombé de son lit à l'hôpital et il y a un responsable qui a dit « laissez-le par terre, il va arrêter de chialer ». À un moment donné, lors d'une prise de sang, il a très mal. On refuse de lui poser un cathéter. Il demande un verre d'eau. On répond, qui nous envoie une mise en demeure, parce que sa famille avait déjà envoyé des mises en demeure. Je fais l'accumulation, parce que c'est l'accumulation qui est terrible. À un moment donné, on refuse de lui donner, de changer ses pansements, parce qu'ils disent, ils ont voulu nous envoyer une mise en demeure, il mérite les soins qu'il a. Et à un moment donné, on refuse de lui changer ses vêtements dans une position assise parce qu'il serait plus confortable en disant, on n'est quand même pas pour se déboîter le dos. Ça finit plus, là. Alors donc, c'était important de rappeler les faits. Ouais. Cybèle, que pensent nos auditeurs? C'est plutôt une question parce qu'on remet en question justement les services qu'il a reçus. Puis il y a Ghislaine de Montréal qui nous demande pourquoi n'est-il pas allé aux soins palliatifs? Est-ce que c'est peut-être pas est-ce que ça se peut de penser qu'aux soins palliatifs, des gens qui sont en train de mourir vont être mieux traités ou même là, il y a des problèmes, Monsieur Brunet? La question est posée, mais c'est pas parce qu'on est ailleurs qu'aux soins palliatifs qu'on mérite pas d'être soigné avec compétence et avec des gens qui non seulement savent quoi faire, mais savent comment agir. Et je pense qu'il y a un gros manque de savoir-être. Nous, on a proposé, quand on a embauché les préposés, les milliers de préposés après la COVID, on a offert de donner un crash course à ces nouveaux employés-là d'1 heure. Hey, c'est pas juste un lit, c'est pas juste un objet, c'est un patient avec des droits. Et des fois, quand on affirme puis on conscientise le personnel, on a au moins la conviction qu'on a dit et qu'on a donné une formation, mais ça a été refusé. Fait qu'on refuse de former du monde, et puis des fois, il arrive ces drames-là, des choses inacceptables par du monde épais, c'est le moins qu'on puisse dire, dans ces circonstances-là, mais j'espère que on ne lésinera pas sur la poursuite. Puis si on était capable d'identifier les gens qui ont prononcé ces paroles-là, on devrait les inclure dans la poursuite. Je suis triste qu'en 2025, on soit encore obligé de parler de savoir-être, de compétences. On réclame, nous, on est des professionnels. Vous n'êtes pas des professionnels. En tout cas, dans ce cas-là, vous avez été des trous de cul. Je m'excuse de vous dire ça, mais c'est ça qu'on peut conclure en voyant les photos à tout le monde. Oui, juste un instant, je veux, parce que vous y allez fort, mais vous avez raison, je veux juste, en tout bien, tout honneur, quand même, donner plus de détails sur le communiqué qui a été écrit par l'hôpital, parce que dans un dossier comme celui-là, évidemment, il faut donner la parole à toutes les personnes. Alors, je veux juste vous donner une citation de Martin Beaumont, qui est président, directeur général du CHU de Québec, l'Université Laval. Il dit, ouvrez les guillemets, « Les faits allégués par la famille de M. Tisdale sont troublants et ne reflètent pas les soins et services que nous désirons donner à la population. » Il dit « Je salue l'initiative de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services qui vient compléter les démarches des gens en cours. Nous prendrons connaissance des recommandations. Nous agirons avec diligence afin d'assurer que nos services soient toujours donnés dans le respect
et la dignité. Fin de la citation de M. Beaumont, donc, qui est président, directeur général de l'hôpital. On pourrait répondre dès le départ que la diligence, ça veut dire travailler vite. Puis dans ce dossier-là, on a plutôt l'impression qu'ils se sont traînés les pieds. Cybèle, tu voulais rajouter? Ben déjà, les gens sont complètement consternés par l'histoire. Encore une fois, il y a José qui nous écrit que M. Tisdale a carrément été torturé. Puis il y a quelqu'un qui s'adresse à vous, M. Brunet, qui se demande quel est le rôle du Conseil des malades dans une situation comme ça. Si vous pouviez expliquer, vous, c'est quoi votre pouvoir? Alors, nous, ce qu'on fait, enfin, on représente 250 comités d'usagers et de résidents partout dans les établissements québécois. Mais là où on aide des gens sur le plan personnel, comme des familles, c'est de pouvoir mettre en demeure les parties en cause, un hôpital ou je ne sais trop qui. Des fois, on est obligé de se battre pour obtenir le dossier médical de la personne qui est décédée. Je présume que les avocats vont faire ça. Alors, c'est un peu le travail qu'on fait. Évidemment, on va pas devant les tribunaux. On est un petit organisme qui n'est pas financé par le ministère de la Santé. D'ailleurs, étrangement, vous remarquerez que plus on est critique du ministère, moins on est financé. Nous, on n'a pas une scène du ministère de la Santé, sauf des fois, quand on est gentil, le ministre nous envoie de l'argent. Alors, c'est ça. Mais on n'arrêtera pas. C'est l'œuvre de mon frère qui a été fondée il y a 50 ans, puis on va continuer à dénoncer. On pousse sa machine. Moi, je dis souvent aux gens, nous, on pousse sa machine. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais on peut aussi dénoncer. On fait des mémoires, évidemment. Mais dans ce cas-ci, on aurait été certainement honoré d'accompagner la famille, mais on n'ira pas devant les tribunaux. On demande aux gens de s'abonner à 49$ par année. Comprenez qu'on n'a pas ces moyens-là pour aller devant la cour. Mais de toute façon, on va pousser, puis des fois, ça marche. Je dis aux gens, allons-y. Si vous avez juste un peu de moyens pour aller aux petites créances, vous n'avez pas un moyen de prendre un avocat, allez aux petites créances. Il y a des fois, la cour donne raison aux gens qui ont été maltraités. Et c'est pas parce qu'on est dans un hôpital qu'on peut pas obtenir justice. Vous mangez une tape sur la gueule sur le coin de la rue, vous allez poursuivre la personne. Quand vous êtes maltraité en hôpital, et surtout à ce niveau-là, moi, je pense que la police devrait s'en mêler, si je l'ai pas déjà dit. Mais écoutez, je sais que Olivier Tisdale est en train de nous écouter en ce moment parce que je l'avais prévenu que vous seriez notre invité. Donc, il va sûrement nous tenir au courant, en effet, s'il décide d'aller de ce côté-là. Par contre, je retiens une chose que vous nous avez dite. Je retiens beaucoup de choses, bien sûr, que vous nous dites, M. Brunet, mais je retiens, vous revenez beaucoup sur la mise en demeure. Moi, je m'interroge aussi là-dessus parce que clairement, et M. Tisdale nous l'a dit, Cybèle, hier, très clairement, on a l'impression que le père, donc Jacques Tisdale, a souffert de représailles parce que le personnel, parce que les employés de l'hôpital n'étaient pas contents, justement, que la famille envoie des mises en demeure. Donc, moi, je me mets à la place de quelqu'un aujourd'hui qui a un proche dans un hôpital. Honnêtement, moi, ça me refroidit. Je me dis, OK, si je fais une mise en demeure, est-ce que la personne que j'aime va être encore plus maltraitée? Elle va se faire par représailles? Il va arrêter de chialer comme c'est arrivé avec M. Tisdale. Exactement. Malheureusement, c'est encore un phénomène. Je pensais qu'on avait diminué ça, mais c'est encore un phénomène. Dans ce cas-ci, là, n'oublions pas que chaque employé dans le réseau de la santé est obligé, sous peine de sanctions pénales, de dénoncer une situation dans laquelle une personne se trouve. Où sont les cadres? Y a-t-il quelqu'un qui a suivi le dossier? Y a-t-il quelqu'un qui a entendu ces propos-là? Pourquoi personne n'a été sanctionné? Est-ce que le personnel qui a mal agi a été sanctionné? Est-ce qu'il n'y a pas une enquête administrative en plus de celle du commissaire aux plaintes? Parce que le commissaire n'a pas l'autorité pour suspendre. Mais je suis très déçu et surtout estomaqué de m'apercevoir que personne chez les cadres ne semble avoir observé la situation, surtout dans ce qui se dit. Quand on se met à parler de même de représailles, là, ça fait le tour. Puis les gens le savent qui sont les trous de cul dans ce gang-là. Il y a quelques trous de cul, malheureusement. La majorité des gens sont bien intentionnés. Entièrement mais pour ceux-là, j'espère que les avocats vont préciser puis poursuivre aussi individuellement les individus qui se sont permis de parler comme ça. Et je veux juste revenir, et on va conclure là-dessus, Monsieur Brunet. On ne saurait pas toute cette information-là s'il n'y avait pas quelqu'un qui anonymement a contacté Monsieur Tisdale pour lui donner des compléments d'information. Donc, et Monsieur Tisdale, dans sa publication Facebook, rend hommage et lève son chapeau à cette personne-là. Et on la remercie collectivement, cette personne-là, qui a réussi à mettre la lumière sur les mauvais traitements allégués contre Monsieur Tisdale, le père.
s'il n'y a pas de sonneur d'alerte, s'il n'y a pas des gens qui acceptent de prendre un risque, parce que cette personne-là, peut-être, à un moment donné, les gens vont savoir qui c'est, puis il y aura peut-être des représailles. Mais s'il n'y a plus de lanceurs d'alerte dans notre société, on n'arrive pas à faire bouger les choses, on n'arrive pas à secouer l'arbre. Donc, merci à Olivier Tisdale, merci à vous, Monsieur Brunet, et merci à cette personne qui restera anonyme, qui a tiré la sonnette d'alarme en donnant les renseignements à Monsieur Tisdale. Merci beaucoup, Paul Brunet. Je rappelle que vous êtes président du Conseil pour la protection des malades au Québec. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Bon, c'est le foutoir complet à l'aéroport de Montréal-Trudeau. J'arrive pas à m'habituer à dire Montréal-Trudeau. À l'aéroport de Montréal, je préfère. Bon, on a le droit, on a le choix. Ben oui. J'ai le doigt, comme dirait le pingadois. Donc, des problèmes informatiques qui causent un ralentissement des opérations. On va en parler et de l'impact que ça a avec Mehran Ebrahimi, que vous entendez souvent sur nos ondes. Il est directeur de l'Observatoire international de l'aviation civile. Monsieur Ebrahimi, bonjour. Oui, bonjour. Alors d'abord, je voudrais attirer l'attention sur le travail, l'excellent travail de mon collègue rédacteur en chef de cette émission, André-Sylvain Latour, parce que regardez le titre qu'il a donné à notre segment, ça s'appelle « Ferme ton youl ». Je sais pas si on doit le prononcer youl ou yol ou ferme ton youl. La trouvez-vous drôle, Monsieur Ebrahimi? Tout à fait. En effet, c'est drôle. Voilà, c'est pas parce que la situation est dramatique qu'on n'a pas le droit de rigoler un petit peu. Donc, des gens qui passent 10 heures, 12 heures à attendre parce que l'enregistrement est impossible, il doit être fait dans certains cas à la main. Comment on explique en 2025 que ce genre de situation peut encore arriver, Monsieur Ebrahimi? Ben écoutez, ça s'explique dans la mesure où on est de plus en plus dépendant des systèmes informatiques. C'est que ça soit le cas de Yule dans l'aéroport de Montréal ou que ça soit je sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 1 an et demi, tout le système de navigation aux États-Unis était une panne informatique. Donc, il n'y a aucun avion qui décollait, aucun avion qui atterrissait. Donc, on est très dépendant de ce système-là. Et qui dit système informatique dit avec le lot de problèmes qui arrivent, que ce soit des mises à jour, puisqu'on nous dit que c'est le cas aujourd'hui, ou alors parfois c'est des cyberattaques. Parfois, c'est toutes sortes de, des malfonctionnements de systèmes, parce que n'oubliez pas que l'aéroport, c'est un système très complexe avec des juridictions différentes. Il y a l'aéroport, il y a les compagnies aériennes, il y a la sécurité, donc ce qui est la douane, et puis après, il y a le contrôle aérien. Tout ça, ce sont des systèmes informatiques connectés, interconnectés. Et donc, il faut un grain de sable dans les rouages de la machine dans son ensemble pour que, par effet domino, on se retrouve dans des situations très problématiques comme on voit aujourd'hui à l'ADM. Mais ça veut dire que en étant hyper dépendant de l'informatique, on est extrêmement fragile, d'autant plus que, bon, on se rappelle quand même, pas plus tard que vendredi dernier, c'était à l'aéroport de Heathrow, à Londres, exact. Où, encore une fois, l'aéroport a été fermé toute la journée. Donc, on a l'impression que tout ça ne fait que se rajouter à de plus en plus de difficultés avec le transport aérien. On a l'impression qu'il est de plus en plus fragilisé. Est-ce que c'est une fausse impression? C'est vraiment une fausse impression. C'est vrai que des événements qu'on voit sont très médiatisés. Par exemple, à l'aéroport de Heathrow, c'est vraiment un incendie dans une centrale électrique. Même si Heathrow pouvait être alimenté en électricité, le fait de, vous savez, quand il y a des pannes comme ça, ça crée des problèmes qui ont un effet domino. Pourquoi? Par exemple, imaginez un avion qui devait arriver, par exemple, de Punta Cana pour arriver à Montréal et remplir l'avion et de partir, par exemple, vers Cancun ou vers Paris, par exemple. Alors, imaginez que pour cette raison-là, cet avion-là ne peut pas arriver. Donc, les passagers ne peuvent pas partir ce soir et les passagers qui attendent à Paris pour revenir ne peuvent pas revenir. Et donc, on a un effet domino qui est très vite, par exemple, avec l'exemple que vous avez mentionné.
Exactement. Alors, Heathrow, ça a été vraiment un problème mondial. On a eu vraiment des effets dominos sur le plan mondial. ADM, c'est pareil. Donc, à partir du moment où un vol part en retard, il arrive en retard, il perd ses créneaux ou les gates ou les portes dans l'aéroport d'arrivée. Donc, il n'a plus perd son créneau, ne peut pas partir à l'heure. Parfois, on tombe dans les restrictions en termes d'horaire parce que les aéroports sont fermés à certaines heures. Donc, on est vraiment dans une situation très, très problématique. Mais il faut mettre tout ça en contexte. Il faut savoir que il y a chaque année plusieurs milliards de personnes qui voyagent. Il y a à peu près, il faut dire, à peu près 100 000 vols dans le ciel à peu près par jour. Alors, il est évident quand on arrive dans les nombres aussi importants, donc il arrive des événements et comme ces événements-là sont très, très médiatisés parce que ça a un impact social, mais aussi ça frappe l'imaginaire. Par exemple, l'accident qu'on a eu à Pearson à Toronto, un avion qui tombe sur le dos, ça frappe l'imaginaire. Donc, et donc on le médiatise. Alors que, par exemple, on a vu, par exemple, les gens qui ont été malheureusement brûlés dans une discothèque à Moldavie, je crois. Ça ne fait pas les manchettes autant que, par exemple, un avion qui a, par exemple, des difficultés, qui fait un retour à un moteur qui prend feu. Oui, mais en même temps, c'est une base aussi en journalisme. Un avion qui se pose à l'heure et qui se pose comme il faut, ça fera pas la une. C'est sûr qu'un avion, puis à Toronto, c'était quand même assez spectaculaire. Mais si on accumule justement tout ça, ce qui est arrivé à l'aéroport Pearson, donc avec cet avion qui s'est écrasé et puis qui s'est vraiment retrouvé sur le dos, qu'on rajoute parce que là, c'est vraiment au cours des derniers jours seulement. Donc, on rajoute Heathrow vendredi, aujourd'hui le bordel, excusez le mot, à l'aéroport de Montréal. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de perte de confiance? C'est-à-dire que les gens se disent, bon, ben, coudonc, si c'est pour prendre autant de risques, de risquer d'aller attendre pendant 12 heures à l'aéroport, ou si je monte dans mon avion, de risquer qu'il se retrouve sur le dos, je vais peut-être trouver un autre moyen de transport. Il n'y a pas un danger de manque de confiance? Mais vous avez tout à fait raison dans la mesure où justement, alors quand on regarde les données officielles, par exemple l'année dernière, IATA, qui est représentant des compagnies aériennes, a sorti des données. Aujourd'hui, c'est 2 fois plus sécuritaire de monter dans un avion qu'il y a 10 ans. Wow. Et 10 fois plus sécuritaire qu'il y a 20 ans. Alors, donc, vous voyez, le niveau de sécurité augmente pour des raisons. Justement, l'informatique apporte autant les difficultés quand on est en difficulté, mais ça apporte aussi ces éléments qui font en sorte que les opérations sont plus fluides, que on peut mieux gérer le ciel et ainsi de suite. Alors, vous avez tout à fait raison. Donc, vous avez des accidents qu'il y a eu, là, par exemple, là, on a vu, par exemple, ce qui est arrivé à l'aéroport de Washington, tout ça, vraiment, c'était une période noire on va dire, pour l'aviation. Encore une fois, vous avez tout à fait raison, les gens perdent de confiance parce que on voit ces événements-là. Encore une fois, il faut leur amener au nombre de vols et à l'augmentation. Vous savez, heureusement, on démocratise l'aviation, on démocratise l'avion, on démocratise le voyage. Donc, les gens aujourd'hui n'ont pas besoin d'être riches pour partir une semaine dans le sud, pour partir donc prendre l'avion. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, ça arrive avec l'augmentation du nombre de vols, ça arrive avec une augmentation de nombre je dirais, des éléments dans les aéroports. C'est pour ça que c'est important. Et nous, au Canada, malheureusement, on a un problème par rapport à ça, étant donné qu'on est dans un mode de gouvernance qui n'est pas clair qui fait quoi. Donc, on n'investit pas assez dans nos aéroports, comme ADM, comme Pearson, comme Vancouver. Et ce qui fait que dans certains cas, nous avons des infrastructures un peu désuètes et qui font en sorte que, ça pose problème. Mais là, ici, on est vraiment dans une situation de complexité de l'intégration de systèmes informatiques, différents acteurs, et qui va être absorbé. Mais généralement, quand il arrive quelque chose dans l'aviation, il faut attendre plusieurs jours pour pouvoir absorber le problème. Absolument. Mais je retiens quand même 2 fois plus sécuritaire de voyager par avion qu'il y a 10 ans. Alors, merci beaucoup. C'est toujours intéressant de vous parler. Mehran Ebrahimi, vous êtes directeur de l'Observatoire international de l'aviation civile. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
Bon, il y a une journaliste que j'aime beaucoup. En plus, elle est rédactrice en chef du journal Le Droit. Vous l'avez entendu sur nos ondes. On a fait une revue de l'année ensemble. Elle s'appelle Marie-Claude Lortie et elle vient d'écrire une chronique qui va beaucoup vous faire réagir. Elle se demande, est-ce qu'on a été confinés pour rien pendant la pandémie? Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Marie-Claude, donc, tu signes cette chronique dans le journal Le Droit. Avons-nous été confinés pour rien? Et tu parles d'un livre et tu dis à un moment donné que ce livre-là, c'est une bombe. Explique-nous qui a écrit ce livre et pourquoi c'est une bombe. Bien, le livre a été écrit par 2 chercheurs en sciences politiques de l'université Princeton dans le New Jersey. Donc, c'est une université qui est quand même très réputée où les gens font les choses sérieusement. Et ces 2 chercheurs-là, Francis Lee et Stephen Macedo, ils se sont penchés en fait sur ça a commencé par l'aspect politique de comment on avait géré les politiques entourant la gestion de la pandémie, de la crise de la COVID. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, tous les processus habituels qui ont lieu quand ce genre de problème-là se pose, la consultation de données, le fait qu'on demande à toutes sortes de scientifiques différents de donner leur opinion, on combine les opinions de tout le monde, on essaie de chercher à la fois des consensus, mais aussi des pour et des contre, puis on fait approuver ça par des comités à l'intérieur des gouvernements. Tu sais, tout ce qui se passe normalement, qui est pas dictatorial, mettons, dans nos démocraties, ben, quelque part, ça n'a pas toujours eu lieu pendant la pandémie, ce qui fait qu'il y a des décisions qui ont été prises qui sont pas nécessairement les bonnes. Et puis, à l'époque, il y a eu une espèce il y a comme une sorte de consensus qui s'est créé, qui était beaucoup nourri par l'anxiété que tout le monde avait face à la pandémie. On ne savait pas ce qui allait nous arriver. Et ce besoin de consensus-là, d'avoir une seule voix unie dans le dossier, ça fait en sorte qu'il y a eu des discussions, des confrontations d'idées qui n'ont pas eu lieu et qui auraient dû avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte en analysant les données de façon avec une tête froide, puis c'est ça que les chercheurs ont fait, qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre que les confinements, notamment, ont été vraiment utiles pour contrôler les taux de mortalité dans les différents pays. Alors, ils ont pris, par exemple, on a beaucoup parlé de la Suède, par exemple, qui avait décidé de ne pas confiner. Quand on dit, oh mon Dieu, c'est épouvantable ce qui arrive en Suède, ben, avec le recul, on se rend compte que il n'y a pas vraiment une différence. La chose qui a fait une différence, c'est les vaccins. Là, les vaccins ont été super utiles. Mais ce qui est intéressant dans ta chronique, puis je suis sûre que, parce que ta chronique a été publiée il y a quelques jours, le 22, et je suis sûre que tu as eu beaucoup de réactions parce que au moment de la pandémie, on s'en rappelle, quelqu'un qui aurait tenu ces propos-là, qui aurait dit ben non, le confinement c'est beaucoup trop contraignant, on peut pas aller voir nos grands-parents à l'hôpital, on peut pas se rassembler quand quelqu'un est mort, vous allez rendre nos enfants handicapés socialement et psychologiquement pour le restant de leur jour. Quelqu'un qui tenait ces propos-là en 2020 se serait fait traiter soit de complotiste ou de empêcher la gang d'avancer, tu comprends? Fait que... Ouais, ou d'hurluberlu. Ou d'hurluberlu. Donc, je suis curieuse, quel genre de réaction t'as eu à ta chronique depuis que ça a été publié? Ah, ben, j'ai eu droit aux adjectifs complotistes, là. On me l'a lancé, on me l'a écrit. Mais c'est pas, ça a rien de complot. C'est vraiment juste le livre dont je parle, puis la recherche, c'est vraiment un encouragement collectif à poser des questions. Parce qu'après 5 ans de pandémie, on se dit quelle leçon on va tirer, qu'est-ce qu'on va faire de mieux la prochaine fois. Mais tu as complètement raison que pendant la pandémie, c'était des questions qui se posaient pas. Rappelons-nous quand l'Association des pédiatres est sortie en disant on est en train de faire du mal à nos enfants, les mesures sont trop dures, sont trop contraignantes, puis sont en train de causer plus de tort que de bien. Ben, c'est comme tombé, c'est comme disparu, là. On n'en a pas parlé. On les a pas traités de complotistes et d'hurluberlus, mais on n'a pas pris ça au sérieux tant que ça. Il y a eu peut-être un petit peu de questions, mais pas tant. Alors qu'aujourd'hui, les pédiatres le disent, là, ça a causé des problèmes. C'est la source de problèmes. Il y a même des chercheurs qui se demandent
aussi la polarisation extrême qu'on voit en ce moment dans nos sociétés n'a pas été encouragée par le confinement, parce que justement, on encourageait les gens à rester chez eux tout seuls, puis à ruminer leurs trucs, puis à pas sortir, puis ça veut pas, ça a vraiment diminué toutes les occasions d'échanger avec les autres. Le fameux vivre ensemble, Marie-Claude, le fameux vivre ensemble. Alors, je reviens à ta chronique parce que vraiment, j'encourage tout le monde à aller la lire parce que, bon, tu nous dis que ce livre est une bombe. Moi, je suis surprise et je te félicite parce que tu es la seule, en tout cas que je sache, qui en a parlé. Et les questions soulevées dans ce livre sont extrêmement importantes. À un moment donné, tu cites les auteurs qui disent, ce qu'on pourrait considérer comme les principaux pôle de recherche de la vérité dans une démocratie libérale, c'est-à-dire le journalisme, les sciences et les universités, n'ont pas su encourager des points de vue alternatifs. Il faut qu'on réfléchisse collectivement à cette question-là, parce qu'en effet, on a été trop ou très consensuel pendant la pandémie. Absolument. Puis aujourd'hui, c'est difficile de se l'admettre. Comme il y a des gens, moi, je travaille à Ottawa, donc au droit, et qui a été prise, il y a eu les fameuses manifestations de camionneurs. Ben là, ça serait de dire aujourd'hui, quelque part, peut-être que les camionneurs n'avaient pas complètement tort, mais cette question-là à Ottawa, explosive. Je dirais pas la hurler devant le Parlement, par exemple, parce que c'est une admission d'erreur qui est vraiment difficile, mais je pense que les journalistes, c'est notre métier de poser des questions, puis de poser des questions difficiles, puis il faut avoir le courage de dire, peut-être que on a été les premiers à pas être assez critiques vis-à-vis de tout ça, puis à accepter des messages qu'on n'aurait peut-être pas dû accepter, ou on aurait dû poser plus de questions, puis parce que le résultat en plus, c'est que nous-mêmes, on a perdu de la crédibilité après. On le sait, là. Les gens commencent. Puis la crise des camions à Ottawa, c'est un excellent exemple. Les gens qui étaient pour les camionneurs, ils rejetaient tellement les médias, c'était épouvantable, ils nous écoutaient même pas. Oui, ils ont été violents même, mon collègue Yves Poirier, il y a plein de mes collègues, nos collègues, Marie-Claude, qui ont été agressés, donc c'est pas non plus une solution de s'en prendre physiquement, mais c'est sûr que tu dis le rôle des journalistes, c'est de poser des questions, c'est aussi de se remettre en question, et c'est ce qu'on fait en ce moment. Je veux juste me tourner vers ma collègue Cybèle Olivier, qui va nous dire comment réagissent les auditeurs, les auditrices de Cube. Tout d'abord, c'est Pierre de Saint-Lazare qui nous dit qu'il est content de cette chronique-là parce que lui rappelle que sa sœur est décédée pendant la COVID, seule à l'hôpital, sans contact, sans droit de visite, en disant ça n'a aucun sens, j'ai encore la chair de poule. Est-ce que quand on parle du confinement qui n'était pas nécessaire, on revient aussi à ça, aux hôpitaux, aux droits de visite? Est-ce que vous en avez entendu parler dans vos recherches puis dans le livre? Est-ce que le livre parle du confinement de façon générale? Donc, c'est toutes ces interdictions-là. Là, c'était les interdictions de visite, les fermetures d'écoles, effectivement, les aînés qui ont été laissés tout seuls puis qui sont morts dans la solitude. Moi, ça me donne la chair de poule juste de penser, là. Puis les enfants qui étaient chez eux devant leurs ordinateurs, alors que on le sait, là, ce que veulent les enfants, c'est être avec leurs copains, puis rigoler, puis s'amuser, puis on les obligeait à être seuls, là. Puis c'était vraiment, il y avait quelque chose de vraiment tragique là-dedans. Tout à fait. Puis Marie-Claude, juste une chose avant qu'on retourne voir ce que disent les auditeurs, parce que tu utilises deux mots dans ta chronique qui reviennent à plusieurs reprises, et je pense que c'est les mots les plus importants devant lesquels on doit mettre un point d'interrogation, c'est pour rien. Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien? C'est une question qui fait mal, mais je pense qu'il faut se la poser, cette question-là, quand on parle du confinement. Cybèle, il y a d'autres auditeurs? Il y a François qui nous dit, est-ce que c'est pas un peu facile de conclure ça après 5 ans, maintenant qu'on a un recul, maintenant qu'on se dit, finalement, on n'aurait pas dû faire ça comme ça? Il dit, je me souviens que le sentiment d'urgence ne favorisait pas la palabre et la réflexion poussée. Est-ce qu'il faut pas réfléchir à ça aussi dans l'état d'urgence? Est-ce que c'est nécessaire de se poser? Parce que tu nous décrivais au début le processus normal en démocratie, mais on n'avait pas le temps, là. Il y avait des gens qui mouraient à pleine poche, là. Oui, mais ce qui est intéressant du livre des chercheurs, c'est que eux sont retournés au plan que l'Organisation mondiale de la santé avait préparé. Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, la pandémie. On a vu l'arrivée du virus lui-même, puis les chercheurs en santé publique savaient qu'il y avait des mutations possibles de ces virus-là depuis longtemps. Donc, ça fait longtemps là, que les autorités en santé publique réfléchissent aux façons de gérer ce genre de trucs-là. Et ils avaient un plan qui était préparé, et ce plan-là
n'étaient pas pour les confinements et pour les fermetures d'écoles et de frontières et tout ça, parce qu'il n'y avait pas de données scientifiques qui démontraient que ça fonctionnait vraiment. Voilà. Et ce que le livre dit, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a changé ses idées après avoir envoyé une équipe de chercheurs en Chine pour voir comment les Chinois géraient ça dans le Wuhan, et où ils avaient adopté une politique de confinement, de blocage. Et à certains endroits, ils vissaient les portes, là, puis on s'en rappelle. les portes pour empêcher les gens de sortir. Et c'est ça qui a fait basculer l'Organisation mondiale de la santé et toutes les politiques occidentales vers une attitude pro-confinement. Donc, ce que les chercheurs de Princeton demandent, c'est pourquoi est-ce que 6 jours en Chine, c'est devenu plus important dans la balance scientifique que des analyses de données qui avaient duré pendant des années pour préparer la réponse à la pandémie. Excellente question. C'est une excellente question. En effet, ils ont été là seulement pendant une semaine, les gens de l'OMS. Écoute, excellente chronique, Marie-Claude. J'encourage tout le monde, encore une fois, à la lire. Et je pense que ce dialogue-là, il est extrêmement important parce que tu le dis et les auteurs aussi le disent, on a besoin d'un débat public plus large sur la manière dont les politiques de lutte contre la pandémie ont été élaborées. Et ça soulève tout plein de questions. Il faut qu'on puisse se parler parce qu'il y a énormément de polarisation qui a eu lieu pendant la pandémie. C'est le temps de se parler et de se poser tout plein de questions, et c'est ce que tu fais dans ta chronique. Merci beaucoup, Marie-Claude Lortie. Je rappelle que tu es chroniqueuse. Merci, Sophie. Chroniqueuse et en plus rédactrice en chef. Il n'y en a pas tant que ça, des femmes rédactrices en chef dans notre milieu médiatique. Ça vaut la peine de le souligner. Tu es rédactrice en chef du journal Le Droit à Ottawa. Merci, Marie-Claude. Bonne fin de journée. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemure. Alors, allez-vous être surpris si je vous dis que le film de Blanche-Neige refait avec des vraies personnes a eu les pires critiques sur IMDb, le International Movie Database, de tous les films de Disney de tous les temps. Est-ce que ça te surprend, Rémi Villemure? Pas du tout. Puis d'ailleurs, moi, quand j'en ai entendu parler, on était aux alentours de 2 points quelque chose sur 10. Je viens juste d'aller vérifier. On est sous la barre du 2. On est rendu donc à 1,8. Ça l'a empiré. Et là, il y a eu au-dessus de 100 000 votes. Là. Donc, ça commence à ressembler à une appréciation du film ou alors à une campagne de salissage. Et dans les deux cas, je pense qu'il faut s'intéresser au phénomène. D'accord. C'est-à-dire que... Alors, il faut expliquer d'abord en quoi c'est... Parce qu'on se souvient évidemment du dessin animé de Disney, et c'était Blanche-Neige et les 7 nains. Et on n'est plus dans Blanche-Neige et les 7 nains. Non. Alors, on est dans Blanche-Neige, point, parce qu'il n'y a pas de nains. Il y a des créatures de synthèse, des espèces d'hommes, mi-créatures, mi-bestioles, mi-hommes. C'est un peu compliqué, mais ce ne sont pas des nains. Et Blanche-Neige n'est pas blanche. Blanche-Neige est jouée par une comédienne qui a des origines latino-américaines. Là, j'ai entendu toutes sortes de choses à ce sujet-là, des gens dire notamment « qu'est-ce qu'on s'en fiche ?» Et honnêtement, c'est pas non plus ma préoccupation la plus importante dans la vie, sauf que c'est pas un hasard, c'est pas la race blanche, on va appeler ça comme ça, c'est la seule qu'on serait capable de remplacer. On s'entend, si c'était un personnage dans les contes d'origine des frères Grimm, qui était un personnage de couleur noire, on n'aurait jamais osé le remplacer. Et Blanche-Neige, dans l'histoire d'origine, elle est blanche, comme neige. Non, oui, c'est ça. C'est ça le nom. Et je dirais plus que ça, Rémi, c'est que pour les gens qui regardent beaucoup de séries américaines ou qui connaissent bien la culture américaine, c'est comme un cliché. Les gens vont dire « Oh, she's as white as Snow White ». Et pourquoi? Parce que le personnage de Blanche-Neige, la mère se pique quand elle est enceinte et il y a une goutte de sang qui tombe dans la neige. Et là, elle dit « Je vais avoir un enfant qui va avoir la peau aussi blanche que la neige ». Si elle avait dit « Je vais avoir la peau aussi brune qu'une figue » ou je sais pas, n'importe quoi, ça me dérange pas. C'est un personnage inventé. Mais au moins respecter l'histoire. Là, ils ont dit, dans l'histoire, elle s'appelle Blanche-Neige parce que le jour où elle est née, il y avait une tempête de neige. C'est pas ça l'histoire. Mais là, non. Arrêtez, là. Ça représente bien un vrai phénomène qui est en lien avec le wokisme, c'est-à-dire une incapacité pour les gens qui sont woke d'inventer quelque chose. Oui. Donc,
ce qu'on fait, c'est qu'on pique des univers qui existent déjà et on les déconstruit à défaut d'être capable d'imaginer des nouvelles histoires, d'inventer des nouveaux personnages. Parce qu'il faut faire de la rééducation, comprends-tu? Tout ce qui est arrivé dans le passé était tout croche. Les woke arrivent, se pètent les bretelles en disant « Nous, on va vous raconter l'histoire de la bonne façon. Nous, on va bien l'avoir javelisé, comme tu dis dans notre petite intro. » Ouais, puis on part toujours d'un bon principe. Donc là, on dit, par exemple, si on se concentre sur les nains qui ne sont plus dans l'histoire, on dit... Les petites personnes. Ben voilà, Donne-moi la main. Vas-y. À chaque fois que tu vas dire nain, m'a donné une petite tape sur la main. Et tes tapes font de plus en plus mal, Sophie. Des nains. C'est important de ne pas dire nain. Oh, c'est excellent, ça. Je dirais que je suis impressionné en ce moment, hein, vraiment. Écoute, on va arrêter ça tout de suite parce que je te dis ça va déraper. Tu vas finir, tu vas être nain puissant. Fait que là, ça marche pas. Là. Mais donc, les personnes petites, de petite taille naine, appelons-les comme ça, se sont plaintes. C'est ça qu'on a entendu. Et on a dit qu'elles s'étaient plaintes. Moi, j'en ai pas entendu, à part l'acteur là, qui joue dans Game of Thrones, là, Peter Dinklage. On m'a dit que tu l'aimes beaucoup, lui. C'est ce qu'on m'a dit en coulisses. Pour de vrai. Oui. Ça, c'est Richard qui t'a dit ça. Quelqu'un d'autre qui m'a dit ça. Je trouve qu'il a un charisme hallucinant. Ben oui. Et donc, mais il s'était plaint en disant, franchement, pourquoi vous refaites Blanche-Neige? Parce que, genre, c'est sur Blanche-Neige et les 7 nains, vous allez pas faire ça. Après, ils ont dit, OK, on va prendre des 7 personnes qui seront pas des nains. Donc, il y avait une première photo qui avait circulé où il y avait une personne de petite taille et une femme noire, un truc, un ci, un ça. Et là, les gens ont dit, ben non, pourquoi vous donnez pas la job à des comédiens? Il y a des comédiens nains. Exactement. Fait que là, Disney a dit, tabarouette, on veut pas de trouble, on va faire ça en CGI, toi. Ben c'est ça. Puis là, tu te dis, mais c'est tellement dommage parce que moi, je pense... Ah, j'adore cette époque. Non, mais il y a beaucoup de gens qui voyaient pas de problème là-dedans, là, même des gens de petite taille. Là. Moi, j'avais vu une émission de Piers Morgan, qu'on connaît, qui avait reçu un nain, ainsi qu'une personne qui travaillait dans la production et qui disait, moi, je pense que ces gens-là, ils se sentent, ils se sentent choqués de voir des nains à l'écran. Puis lui avait dit, non, moi, je suis un nain, ça me dérange pas. Puis il a dit, oui, mais c'est parce que toi, ça te dérange pas, mais tu le sais pas que ça te dérange pas. Puis il disait, mais c'est terrible, je ne sais même plus ce que je pense moi-même. Je suis même plus censé savoir ça. Donc, on est vraiment on se met à la place de l'autre. On imagine qu'il souffre, mais il ne souffre pas. Mince, qu'est-ce qu'on fait? L'autre doit souffrir à côté de lui. Non, lui non plus souffre pas. On cherche-tu, on trouve-tu quelqu'un? Là, on a lui, le Peter Dinklage, qui nous dit oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on cherche toujours la victime. Il faut forcément qu'il y ait quelqu'un, quelque part, soit une victime. Et aussi, ça amène quand même la question fondamentale. Disney à essayer d'être woke, à essayer de faire plaisir à tout le monde. Et quand tu essayes de faire plaisir à tout le monde, finalement, ça donne un film qui est une bouillie pour les chats. Tout à fait, ça fonctionne pas du tout. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires drôles là-dedans. La comédienne qui joue Blanche-Neige, on lui a demandé, est-ce que tu as lu cette histoire-là? Est-ce que tu as vu le film? Elle a dit, oui, je l'ai lu une fois. Donc là, tu te dis, c'est incroyable quand même. Elle joue un personnage, le personnage principal d'une histoire qui a 200 ans au moins d'âge, là, selon la version des frères Grimm. Avant Disney, il y avait les frères Grimm. Bien sûr, et elle ne s'intéresse pas à ça. Puis elle fait partie de ceux qui défendent énormément les choix là, qui ont été faits par la production. Donc tu te dis, il y a quand même un culot aussi, même dans cette démarche-là, dans la posture de la comédienne, qui ne se renseigne pas, qui ne sait pas grand-chose de ça. C'est très woke, finalement. Mais c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité que quelqu'un se sera prononcé sur un sujet dont il ne connaissait rien au nom de la bien-pensance. C'est la première fois, donc il faut noter quand même ça d'une croix blanche dans le calendrier. Là. Ne pas savoir pour les bonnes raisons. Ne pas s'informer pour les bonnes raisons, toujours ça. Et tu sais, moi, je trouve, je sais pas autour de vous, là, s'il y a des gens qui sont un peu fatigués ces temps-ci, moi, il y a beaucoup de gens que je trouve épuisés, qui me disent, je suis épuisé, je trouve pas d'énergie pour faire ça. Je sais pas, il y a quelque chose dans l'air, tout le monde est fatigué. Et eux, ils ne se reposent jamais. Vraiment, là, jamais d'énergie pour se reposer. Tout est politique, même le divertissement. Hein? C'était un bon film. Les gens se posaient pas tant de questions. Il y avait personne qui riait des nains parce qu'il y avait des nains. On va rendre ça politique. On va transformer ça en une occasion de faire une leçon d'éducation. Reposez-vous, les amis. Couchez-vous. Étendez-vous. Prenez une petite tisane, fermez l'œil, écoutez du Moby, ça fait du bien. Ah, du Moby, tu écoutes ça pour te relaxer? Oui. Je te conseille Léonard Cohen, ça s'endort sans un moyen temps. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est donc, alors il y a 3 éléments. Il y a Blanche-Neige n'est pas blanche, les nains sont pas, en fait, les personnes de petite taille sont pas des personnes de petite taille. Bref, mais il y a aussi l'élément central. Donc, on se souvient quand même de l'histoire de Blanche-Neige. Oui. Elle est endormie parce qu'elle a mangé la maudite pomme.
homme empoisonné de la méchante belle-mère. Et d'ailleurs, pourquoi les belles-mères sont toujours méchantes? Ça, c'est un autre dossier. Oui, jeudi, on en parle. J'en connais des très gentils. Et tout ça pour dire que là, elle s'endort. Puis là, il y a le prince qui passe par là. Elle trouve elle est donc cute, elle dort. Il donne un petit bisou, elle se réveille. Bon, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et interviewée, donc l'interprète de Blanche-Neige a dit, ça, c'est des affaires de l'ancien temps. Nous, notre Blanche-Neige, ça va être une leader, comprends-tu? Ça va être Kamala Harris qui prend la tête des États-Unis. C'est correct, fais un film. Voilà. Sur Kamala Harris qui prend la tête des États-Unis puis qui a été entourée de personnes de toutes sortes de tailles et c'est interprété par une latino-albinos. Mais c'est quoi? C'est qu'il voulait pas finalement que le gars soit le sauveur. Mais il fait quoi dans l'histoire finalement? Finalement, ça a l'air que c'est comme une espèce de compromis entre les deux puis qu'en effet, c'est une femme indépendante mais elle est quand même réveillée par le prince. Mais de toute façon, on s'en fout parce que c'est rendu tellement woke que, tu sais, il y a une expression en anglais que j'adore, c'est « when you go woke, you go broke ». Alors, si t'es trop woke, tu feras pas d'argent. Puis c'est ce qui est dit de Disney depuis longtemps. Voilà. Mais tu sais, là, on touche quand même au point essentiel. OK, avant qu'on se laisse, tu viens de dire inventer vos histoires. Oui. Mais ça prend du talent pour faire ça. Ça prend du talent, ça prend de l'imagination. Et je sais, je vais avoir l'air cynique, mais je croient comprendre qu'ils n'en ont pas, ou alors qu'ils en ont peu. Parce que à chaque fois, c'est ça qu'on fait. On prend un classique, on le massacre, OK, pour les bonnes raisons, pour des très bonnes raisons, pour la bienveillance. Des bonnes raisons. Mais on pourrait aussi inventer des choses. Il y a encore plein de mots, plein de personnages à être inventés. C'est un peu court, jeune homme, on aurait pu dire, ma foi, bien des choses, en somme, comme dirait Cyrano de Bergerac. Mais en ont-ils de l'imagination? Ou seulement les 3 lettres qui forment le mousseau? Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci à André Sylvain Latour. Merci à Cybèle Olivier, à Jean-Philippe Leroux. Surtout, merci à vous d'être là puis d'embarquer dans nos foleries. Mais des fois, à Cube aussi, on fait bouger les affaires et ça, j'en suis très contente. À demain. Cube.